Merci à tous, bienvenue. Merci d'être ici avec nous. Je ne suis pas française, comme vous l'entendez, je suis italienne. Juliana Mazos, je suis la responsable de la communication de Aware. Je vous parle de Milan, donc de notre siège principal, disons. Aware est un cabinet de conseil. Nous sommes spécialisés en solutions pour la gestion du talent. Et aujourd'hui, on a avec nous une experte de psychologie du travail qui travaille souvent avec nous, c'est Marie Nordling. Bonjour. Elle n'est pas française non plus, mais elle parle français parfaitement. Donc, on a décidé, en tant que consultant de gestion du talent, d'organiser ce webinaire pour aider à gérer nos comportements pendant cette période de crise exceptionnelle qui nous frappe tous, qui nous amène du stress, peut-être de l'anxiété. Donc, on a justement demandé à Marie de partager avec nous des idées, des suggestions, des recommandations sur ce point. Donc, tout de suite, je lui laisse le micro et je vous souhaite bonne séance. Merci bien, Marie. À toi. Merci Juliana et bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors qu'on se trouve, comme Juliana l'a dit, dans cette pandémie de coronavirus. Ceci suscite pas mal de craintes, d'anxiété, d'inquiétudes, de préoccupations dans la population en général et chez certains groupes en particulier. En termes de santé mentale publique, le principal impact psychologique à ce jour est un taux élevé de stress et d'anxiété. Alors, nous allons passer ensemble une heure, peut-être un petit peu plus, pour explorer des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour sauvegarder nos niveaux de résilience et nos niveaux de ténacité mentale pendant ces temps difficiles. Alors, Juliana a commencé à discuter un petit peu à propos d'Aware, mais pour introduire la société, c'est une société de consultation internationale qui est spécialisée dans la gestion des talents et dans les applications et les évaluations de la personnalité et des comportements. Fondée en 2012, il y a surtout un focus sur tout ce qui est le développement du leadership. L'équipe est internationale avec des bureaux qui sont en Italie, en Espagne, en France, ainsi qu'à Londres. 6 partenaires, 30 consultantes, ainsi que Aware étant distributeur d'un nombre de tests psychométriques prestigieux comme le Hogan, les tests Arctic Shores, Assessio et Praditus. Moi, je m'appelle Marie. Je ne suis pas française d'origine, non, je suis suédoise, mais je suis psychologue de travail dans la capacité avec laquelle je travaille avec Aware. Mais en dehors de tout ce qui est mon engagement professionnel, si vous voulez, je travaille aussi comme prof de yoga et j'ai un grand intérêt dans tout ce qui est le bien-être, la résilience et l'équilibre. Et quoi que ce soit dans ma vie professionnelle ou en tout ce qui est l'instruction du yoga, j'essaye de donner des outils et des conseils qui sont vraiment applicables dans le quotidien. Donc, des choses qu'on peut utiliser dans nos jours. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui aussi avec les conseils qu'on va donner pendant le webinaire. Alors, dans ce qui est notre agenda pour aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'on va dire par cette idée de ténacité mentale, de résilience. On va explorer l'importance de notre état d'esprit et je vais vous présenter un modèle de ténacité mentale. C'est un modèle qui a été développé par un psychologue qui s'appelle Steve Bull. On va venir à ça un peu plus tard dans l'heure. Mais surtout, on va regarder les conseils pratiques qui pourront être utiles, non seulement pendant qu'on se trouve dans cette situation de confinement, mais aussi au-delà et après le confinement, quand on va certainement se trouver dans une situation qui est incertaine. Donc, on va regarder les conseils pratiques. On est dans un webinaire
il y a une option questions-réponses, il y a Q&A, ou si vous avez des questions pendant la discussion, vous êtes les bienvenus à les écrire là-dedans. Et puis sinon, on va laisser de la place à la fin du webinaire pour les questions et pour une discussion. Pour le moment, vous êtes en muet, mais à la fin, je l'enlèverai, comme ça, vous pouvez vous demander les questions. Alors, si on commence avec la ténacité mentale et la résilience. Donc, quand on regarde la résilience, le dictionnaire, ça définit la résilience comme étant la capacité de faire face à et récupérer rapidement après les épreuves et les difficultés. Quand on est résilient, on peut être tiré dans des sens différents, mais on retrouve rapidement la forme, on redevient nous-mêmes, donc on s'adapte et on progresse. Et quand on regarde la résilience, c'est une qualité quand même un peu magique. Il y a certaines personnes et certains d'entre nous qui sont naturellement prédisposés à la résilience. Donc nos gènes déterminent si on est plutôt stressé, anxieux et inquiet, ou si on est plus relax dans la manière dont on regarde les problèmes. Mais la résilience est également affectée par les expériences négatives et positives qu'on a pendant notre vie, ainsi que les relations qui ont été cultivées pour développer notre confiance et notre adaptabilité. Donc, on voit quand on regarde les recherches que la résilience, c'est quelque chose qui est accru par un bon état de santé, un état d'esprit positif, et le but et le sens qu'on donne à notre vie. Mais ce n'est pas quelque chose de statique. Donc, ça peut se changer durant le cours de notre vie, durant le cours d'un an, durant le cours d'un mois même, dans certaines circonstances. Et quand on regarde ce qu'on veut dire par la ténacité mentale, ça inclut la résilience. Donc, dans le domaine professionnel, la ténacité mentale, c'est notre capacité de gérer nos niveaux de résilience, mais aussi notre lucidité et la clarté avec laquelle on voit les choses, ainsi que la confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc, tout cela, c'est quand on se trouve face à une pression constante pour continuer à atteindre les meilleures performances que l'on peut. Donc, on ne parle pas de compétences ou de comportement, mais plutôt d'un état d'esprit. Et quand on regarde cette idée d'état d'esprit, la résilience, c'est aussi quelque chose qu'on sait, les recherches nous ont montré qu'on peut l'apprendre. L'état d'esprit, c'est la fondation, c'est notre mindset, c'est composé de notre personnalité, de nos expériences positives et négatives, ainsi que nos valeurs. C'est une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous où la résilience ne vient pas aussi naturellement, aussi facilement. C'est quelque chose qu'on peut développer. On peut apprendre les compétences fondamentales pour obtenir des résultats positifs plus facilement, malgré les expériences négatives. Donc, on sait que la résilience peut s'apprendre. Donc, si on peut changer la fondation de cette pyramide, on a un changement d'état d'esprit et cela va avoir un impact sur ce qu'on fait, donc nos comportements, nos actions, et cela va encore avoir un effet sur ce qu'on reçoit comme résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? Avant de commencer à parler de ce modèle de ténacité mentale à laquelle je vais vous introduire, je veux passer quelques moments à explorer un petit peu la réaction du stress. Alors, on a tous les mêmes structures cérébrales qui sont responsables pour les mêmes processus. Et le cerveau est guidé par les émotions. Donc, souvent, c'est nos émotions qui dirigent notre énergie. Et le cerveau a tendance à s'organiser afin de nous protéger et d'assurer notre sécurité. Donc, en termes simples, le cerveau, il pense en termes de menace ou de récompense. Et lorsqu'on est confronté avec quelque chose d'inattendu, une nouvelle situation, quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, comme la situation dans laquelle on se trouve maintenant, le cerveau va analyser ça comme étant soit opportunité, soit danger. Et ça a à voir avec la réaction de pensée
que l'on a là-dedans. Donc, le stress est essentiellement une série de réactions. Donc, premièrement, il y a la difficulté qui est perçue. Ça, c'est la réaction de pensée. Il y a une interprétation qu'on fait par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vit, et une signification qu'on associe avec cela. Cette réaction de pensée libère des substances neurochimiques importantes comme le cortisol, comme l'adrénaline. Et puis ce qui suit est une réaction physique qui nous prépare pour la lutte, la fuite, l'immobilisation. Il s'agit de notre système limbique qui réagit à notre réaction émotionnelle et qui nous prépare pour nous protéger. C'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Il s'agit tout simplement de la zone reptilienne dans notre cerveau qui envoie un message à notre corps comme un signe d'alarme. Le problème, c'est que de nos jours, c'est extrêmement rare que le niveau de danger qui est présenté est de telle amplitude qu'on a besoin de cette réaction de lutte ou de fuite. Et ce qu'on voit par conséquent, c'est qu'il y a souvent un excès de stress dans notre corps. Notre corps réagit d'une manière excessive et ça crée des pressions énormes sur notre organisme. Et l'un des problèmes qu'on voit quand on se trouve dans une situation de haut stress, c'est dans les pensées qui sont associées avec cela. Et ça peut nuire très gravement à nos niveaux de résilience. Donc on passe en mode menace et ça devient il y a tendance que ça devient un peu un spirale. Alors, les pensées qui sont associées au stress nous créent des pièges de pensée et il s'agit essentiellement de distorsions cognitives qui changent notre perception d'une situation, souvent pour le plus négatif. Et ça, c'est tout notre dialogue interne. Donc, j'ai mis quelques exemples là sur le diapo. La dramatisation, on imagine le pire, la pensée tout ou rien, tout est blanc, tout est noir, c'est ci ou c'est ça. On commence à se ramener tout à nous-mêmes. On fait des catalogues, on a du pessimisme, on a un filtrage mental. Ce n'est pas les seuls qui existent, ceux qui sont sur la liste là, mais il se peut que vous reconnaissez peut-être dans certaines de ces caractéristiques. On a souvent des favoris qui font partie de nos schémas de pensée, surtout quand on se trouve sous pression. Alors, si on cherche à optimiser notre résilience, c'est vraiment un avantage de se libérer de ces pensées. Mais comment on fait pour se libérer de ces pensées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut commencer par réfléchir à notre dialogue interne. Il faut vraiment prendre le temps d'observer le dialogue qu'on a tous dans notre tête tout le jour pour regarder où est-ce que peut-être je fais des erreurs là, où est-ce que je pense d'une manière plutôt négative, comment est-ce que je peux changer cela. J'ai mis quelques exemples de changement de mentalité pendant une pandémie. Cette idée d'être coincé à la maison, je ne peux pas sortir, si on peut changer ça en quelque chose de plus positif et se voir comme étant en sécurité à la maison, on a le temps de passer avec la famille, on change immédiatement le ton avec lequel on voit la situation. Je vais tomber malade. Non, je m'isole, je fais ce que je peux pour diminuer mes chances de tomber malade, etc. Donc, c'est le commencement pour changer un mindset, c'est d'explorer, de prendre le temps d'observer la manière dont on se parle soi-même pour commencer à devenir plus connaissant de ça et pour commencer à faire des changements par rapport à la manière dont on voit les choses.
Alors, on va passer maintenant au modèle de la ténacité mentale. Ceci est un modèle qui a été créé par un psychologue qui s'appelle Steve Bull. Vous pouvez voir plus dans la littérature qui s'appelle The Game Plan. Il est psychologue, il est auteur, il est consultant. Il a une carrière qui a plus de 30 ans et il a travaillé beaucoup dans le monde de sport. Donc, il a travaillé avec l'équipe olympique de la Grande-Bretagne ainsi que l'équipe de cricket d'Angleterre pendant 16 ans ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'il a été le psychologue pour l'équipe olympique pendant 3 Jeux. Et beaucoup de ses recherches ainsi que le modèle lui-même est basé sur des idées qu'on trouve dans le monde de sport, mais qui sont aussi applicables dans le monde de l'entreprise. Et en effet, il a aussi travaillé comme psychologue dans le monde de l'entreprise avec des programmes de développement pour le leadership de haute performance, pour l'efficacité des équipes, pour le changement de culture, pour la résilience aussi. Ceci est son modèle. Et on va le regarder, mais en considérant comment est-ce qu'on peut appliquer cela dans notre nouveau contexte de confinement. Alors, quand on regarde les 4 cadrans, on a la ténacité du revirement, qui est notre capacité à rebondir face aux échecs. Il y a la ténacité du moment critique, qui est notre capacité d'exécuter en performance à un moment précis et sous pression. Il y a la ténacité de l'endurance, qui est vraiment notre capacité à rester physiquement fort, ainsi que la ténacité de la gestion des risques, qui est notre capacité de prendre des décisions difficiles en prenant l'option qui nous demande de prendre un risque afin de maximiser notre performance. Alors, typiquement, le modèle commence avec la ténacité de revirement, donc avec la boîte grise. Mais nous allons commencer avec la ténacité de l'endurance, car ceci a à voir avec notre forme physique. Et quand on se trouve dans cette situation de confinement, ça peut peut-être être, pour certains d'entre nous, plus difficile à trouver la motivation pour cela. Mais la forme physique a une forte influence sur notre énergie, notre ténacité mentale. C'est pour cela qu'on va commencer ici. Alors, c'est vraiment notre capacité de rester physiquement fort et en forme pendant les périodes de stress excessif. Et pour gérer notre niveau de résilience physique, premièrement, on veut se concentrer sur cela en premier. Et quand on regarde comment faire, la question c'est de gérer son niveau d'énergie plutôt que le temps qu'on a disponible. Maintenant, les conseils que vous allez voir ici, ça ne va pas être des grandes révélations, mais c'est quand même très, 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 très important. L'activité physique, oui, c'est plus difficile en confinement, mais un élément très important de notre énergie physique et notre niveau de forme physique. Si on n'a pas cette forme physique, ça devient beaucoup plus difficile à trouver l'énergie mentale et la ténacité mentale. Tout ce qui est le régime alimentaire, se nourrir pour soutenir le système immunitaire, oui, mais aussi regarder les nutriments qu'on met dans notre corps et être sûr de stabiliser les niveaux de sucre dans le sang pour permettre un apport continu de carburant pour le corps, effectivement. L'hydratation, les conseils, c'est 1,5 litre par jour. Et puis l'hygiène du sommeil. Maintenant, le sommeil, c'est quelque chose qu'on pourrait faire tout un webinaire sur ce sujet lui-même. Et la raison pour laquelle le sommeil est si importante, c'est que la fatigue est un phénomène qui est complexe. Quand on est fatigué, nos performances ne se détériorent pas d'une manière uniforme. Et simplement dit, on peut être privé plus longtemps de nourriture que de sommeil, mais pourtant, pour beaucoup d'entre nous, on sacrifie
le précieux temps de sommeil plus rapidement qu'on fait notre régime alimentaire, par exemple. Et quand on a ce sacrifice de sommeil, ça réduit nos fonctions cognitives significativement. Et il faut vraiment faire attention à notre hygiène de sommeil. Notre respiration aussi, typiquement, quand on a une respiration calme, c'est une respiration de 10 à 14 inspirations et expirations par minute. Pour beaucoup d'entre nous, on respire beaucoup plus rapidement que ça. Et même si c'est une question de juste le faire pour quelques minutes par jour, c'est vraiment prendre le temps de ralentir la respiration. Ça peut nous aider énormément. Si on peut trouver des rituels qui nous aident à booster l'énergie, ça peut nous aider. Et puis trouver une balance qui fonctionne pour la vie familiale. Ça, on va revenir dessus dans un moment. Mais je pense que c'est souvent la question qui est posée par rapport à cette situation de confinement. Comment est-ce qu'on arrive à trouver ce type de balance pour la vie familiale? Et puis l'optimisme. On peut apprendre à être plus optimiste. Si vous êtes intéressé par cela, je vous recommande de regarder Martin Seligman. Il est le fondeur vraiment de tout le mouvement de psychologie positive qu'on voit. Et il y a beaucoup de littérature sur comment on peut faire pour devenir plus optimiste. Alors, quand on regarde ça dans le confinement, alors l'activité physique, premièrement, si on peut réussir à faire 30 minutes tous les jours à l'extérieur, si possible, ça suffit. Et maintenant, ce qui nous a été donné avec cette situation de confinement, c'est qu'il n'y a plus de voyage pour arriver au travail, il n'y a plus de voyage pour rentrer à la maison. Donc ça, c'est un morceau de temps qui nous a été donné, qu'on peut utiliser pour l'activité physique. Donc on a tous un peu plus de temps à mettre dans cela. Dans tout ce qui est le régime alimentaire, c'est d'éviter de grignoter et limiter les sucres, ce qui peut être beaucoup plus difficile à faire quand on se trouve à la maison, où c'est peut-être un peu plus disponible. L'hygiène du sommeil, c'est 8 heures de sommeil par nuit pour presque tout le monde. Quand on regarde les recherches là-dedans, j'entends souvent des gens qui disent j'ai seulement besoin de 5 heures de sommeil, j'ai seulement besoin de 6 heures de sommeil. Les recherches nous montrent que ce n'est pas vraiment le cas. La plupart d'entre nous, 95-97% des personnes ont besoin d'entre 8 et 9 heures de sommeil par soir. Et ça, c'est la quantité. Maintenant, on commence à regarder la qualité de sommeil, et ça, c'est une autre question. Et pour être sûr d'avoir une qualité de sommeil meilleure, il faut éviter les écrans, il faut éviter le caféine, il faut éviter l'alcool. La respiration profonde et consciente, on en a parlé un petit peu. Et puis la vie familiale, trouver la balance. Alors, j'ai mis ici une image des rythmes ultradiennes. Vous avez sûrement entendu parler des rythmes circadiennes, c'est les rythmes de jour et de nuit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les rythmes ultradiennes et ça réfère à des cycles de 90 à 120 minutes au cours desquels notre corps passe lentement d'un état de haute énergie à un creux physiologique. Alors, vers la fin de chaque cycle de 90 minutes, le corps commence à avoir besoin d'une période de récupération. Et on peut voir ça on devient un peu plus agité, peut-être on commence à bâiller, on a faim, on a un peu plus de difficulté à se concentrer. Et c'est des signes qu'on a besoin de prendre cette période de récupération, mais beaucoup d'entre nous, on l'ignore et on continue à travailler. La conséquence, c'est que nos réservoirs d'énergie, notre capacité restante, ça brûle à mesure que la journée avance. Pourtant, si on peut commencer à travailler avec le rythme, on voit qu'il y a une amélioration dans notre performance et dans ce qu'on fait. Donc, notre cerveau il a besoin d'une pause après 90 à 120 minutes. Et ça, c'est le cas pour tout le monde.
Ce qu'on voit dans les études qui ont regardé les personnes qui travaillent avec ce rythme, c'est que les caractéristiques de leur pratique, de leur travail, c'est qu'ils travaillaient dans des séances de 90 minutes, parfois un peu moins, avec une pause entre chaque séance. Et ça donnait les meilleurs résultats. Donc peut-être dans tout ce qui est la vie familiale avec ce confinement, est-ce que c'est possible de commencer à regarder si on peut, comme famille, travailler avec ces rythmes? Parce que c'est le cas pour les enfants ainsi que pour les adultes. Et utiliser les pauses pour avoir le temps ensemble et utiliser le temps dédié qui est 90 minutes, ce n'est pas un grand morceau de temps, mais pour la productivité. Alors, le deuxième ténacité du modèle, c'est la ténacité de revirement ou de retournement. Et ici, c'est notre capacité de rebondir. Quand on rencontre des échecs, quand on rencontre de l'adversité, il s'agit de retrouver la confiance en soi quand les choses vont mal. Alors, pour faire cela, quand tout va mal, quand on a des difficultés, quand on rencontre des obstacles ou des événements inattendus, le premier conseil, c'est d'adopter l'état d'esprit de l'athlète. Alors, être athlète, ça nécessite de la concentration, de la confiance, de la résilience, une réflexion rapide ainsi que la capacité de gérer les distractions. Alors, on peut dire que les athlètes, ils ont la ténacité mentale. Par contre, on vit dans un monde qui est axé sur les solutions. Action, 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 action. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour s'arrêter et pour respirer. Alors, ce type de rythme, ça empêche de s'engager dans une préparation de qualité ainsi que de regarder les deux côtés du performance, donc passer les choses en revue. Alors, le message vraiment ici, c'est de ralentir, c'est de se préparer, c'est de prendre le temps de passer en revue entre chaque effectuation qu'on fait. Et quand on commence à voir ça comme étant un investissement de notre temps plutôt qu'un coût, on commence à changer notre état d'esprit par rapport à la situation, par rapport à son ensemble. Alors, on nous demande souvent de faire des efforts importants malgré des difficultés. Et quand on se trouve dans ce type de situation, il y a de l'espace et des opportunités pour faire plus ou pour élever notre niveau de performance. Mais il faut prendre ce moment de réflexion, de préparation, de revue, en se posant des questions comme quels sont les domaines où je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire d'une manière différente pour que la prochaine fois que je fais le même type de travail, le même projet, le même défi, c'est encore mieux. Le deuxième conseil pour tout ce qui est la ténacité du revirement, c'est de se rappeler de ses succès précédents. Quand on se trouve dans des moments difficiles ou quand on est demandé de faire quelque chose qu'on trouve difficile, c'est très important de se souvenir de ses réussites précédentes. Quand on a vécu le succès, quelles pensées avait-on autour de ce succès? Quelles étaient nos émotions? Quelles étaient nos réactions? Parce que ça crée une croyance authentique en soi-même. Et quand on a la croyance authentique en soi-même, on peut se détacher des échecs et se concentrer plutôt sur ce qu'on a accompli. Alors, pour faire cela, il y a un exercice qui s'appelle les sommets de confiance. Et l'idée, c'est, vous avez 12 sommets et on va les remplir avec les réussites précédentes. Donc, chaque pic dans l'image représente une réalisation importante qu'on a accomplie dans le passé. Il faut prendre le temps de réfléchir et puis on les enregistre sur chacun des montagnes ou on peut le faire en liste si on préfère, mais l'idée c'est d'en trouver 12. Et c'est pas facile, il faut prendre le temps de vraiment réfléchir pour générer les 12 réalisations, mais on a alors quelque chose qui nous donne
qu'on peut regarder, c'est un visuel pour voir où on a eu le succès dans le passé. Et quand on fait ce type d'exercice, c'est comme déposer de l'argent dans le compte confiance en soi. Ça nous permet de plus tard effectuer des retraites du compte si on a besoin. Si le compte est vide, on va avoir des difficultés. Et il est vraiment important de revisiter nos tableaux de sommet de confiance ou d'en créer des nouveaux en fonction du challenge ou du défi qui est en question. Le troisième conseil, c'est que les erreurs, les échecs, c'est inévitable à un moment ou à un autre. On fait des erreurs, ça arrive. Il faut apprendre de ces échecs et il faut passer à autre chose. Et apprendre des échecs et passer à autre chose, ça devient plus facile si on travaille en utilisant le modèle de préparer, effectuer et passer en revue. Quand on fait une erreur, c'est important de non seulement prendre un moment pour penser à quel point est-ce que c'est vraiment désastreux, mais aussi qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Qu'est-ce que je vais emporter de positif de cela? Et ça vient à un état d'esprit d'apprentissage. Et c'est vraiment, c'est la croissance. Donc, avoir un état d'esprit où on croit dans la croissance et de pouvoir changer ses performances et ses capacités dans les domaines tant qu'on s'entraîne et on travaille. Et c'est différent à ce qui s'appelle un état d'esprit fixe où on pense qu'on peut pas les changer, on peut pas changer ce à quoi on est arrivé. Mais ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance ont presque toujours des meilleures performances dans toutes les mesures qui sont liées à l'apprentissage, à la stabilité, ainsi qu'aux compétences sociales. Et puis, on passe au moment critique. Alors ici, c'est notre capacité d'exécuter une performance à un moment précis et sous pression. Ça a à voir avec notre capacité de rester concentré sur la tâche au bon moment. Alors, on va regarder quelques conseils pour nous aider à développer notre ténacité pendant le moment critique. Et le premier conseil, c'est si on n'a aucun contrôle et on ne peut pas exercer la moindre influence sur un souci actuel, alors il faut lâcher prise. Alors c'est contrôler uniquement ce qui est contrôlable. Qu'est-ce qu'on peut influencer? Éviter de gaspiller de l'énergie sur les facteurs qui sont hors de notre contrôle. Voilà une image pour un peu illustrer cela. On ne peut pas contrôler ce qui s'est passé dans le passé. On ne peut pas contrôler ce que les autres personnes font. Vraiment, la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est nos actions, nos comportements et nos pensées. C'est-à-dire ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc, ce qui est contrôlable, c'est le processus, ce n'est pas nécessairement le résultat. Ce qu'on fait, nos actions, nos pensées. Si on pense uniquement au résultat qu'on veut, ça nous met sous une pression. Par contre, si on commence à penser au processus qui va nous aider à arriver au résultat qu'on veut, on commence à se concentrer plus sur les facteurs qu'on peut éventuellement influencer. Et ça nous donne le contrôle. Sur la page là, j'ai l'arbre de soucis et je vais le lire avec vous. L'arbre de soucis nous permet de faire face à des pensées et les soucis auxquels on n'a pas de contrôle. Alors un jour, un homme avait retenu les services de Damien le jardinier pour entretenir son jardin. Il venait de terminer une dure journée au cours de laquelle un gros embouteillage lui avait fait perdre 1 heure de travail, sa tondeuse à gazon avait rendu l'âme et pour finir, son vieux véhicule avait refusé de démarrer au moment de rentrer chez lui.
L'homme, lui, le reconduisait donc et il demeura silencieux tout au long du trajet. Arrivé chez lui, Damien invita l'homme à rencontrer sa famille. Tous deux marchaient le long de l'allée qui conduisait à la maison. Damien, le jardinier, s'arrêta brièvement à un arbre, touchant le bout des branches de celui-ci du bout des doigts. Lorsqu'il ouvrit la porte pour rentrer chez lui, une étonnante transformation se produisit. Son visage devint rayonnant, il caressa ses deux filles et embrassa sa femme. Il raccompagna l'homme à sa voiture. En passant près de l'arbre, la curiosité s'empara de celui-ci et il demanda pourquoi avait touché le bout des branches de cet arbre un peu plus tôt. « C'est mon arbre de soucis, répondit-il. Je sais que je ne peux éviter les problèmes et les soucis qui traversent mes journées, mais il y a une chose dont je suis certain, ceux-ci n'ont pas de place dans mon foyer avec ma femme et mes enfants. Alors je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison et je les reprends le matin. Ce qu'il y a de plus drôle, dit-il en souriant, c'est que le matin, lorsque je viens pour les reprendre, il y en a beaucoup moins que la veille quand je les avais accrochés. » Alors, cette idée d'arbre de soucis, cette histoire, c'est un arbre de soucis vrai, mais ça ne doit pas être quelque chose, ça ne doit pas être un arbre qu'on a nécessairement dans notre jardin, ça peut être imaginé, mais ça nous donne la capacité de faire quelque chose avec les types de soucis auxquels on pense tout au long des journées. Donc, typiquement, on a des soucis tout le temps à propos de tout et de rien, et ça vient souvent à un rien. Et l'arbre de soucis nous aide à affronter tous ces types de situations. Donc, les situations hypothétiques, les situations et si concernant des terribles événements éventuels, tout ce qui est les situations futures imaginées. C'est généralement des pensées où on imagine le pire. Et ces types de soucis peuvent causer une très grande anxiété alors qu'on probablement ne peut rien y faire ou pas grand-chose. Alors ici, j'ai quelques statistiques de soucis que je trouve intéressantes. C'est que 40% des soucis qu'on a n'arrivent jamais. 30% sont déjà arrivés, donc on est en train de s'inquiéter pour quelque chose qui est déjà passé, et comme on sait de qu'est-ce qui est contrôlable, est-ce que c'est contrôlable ce qui s'est déjà passé dans le passé? Non. 12% sont superflus, 10% sont sans importance, 8% d'entre eux arriveront réellement, et seulement 4% de ceux qui arrivent réellement sont dans notre contrôle. Les autres 4 sont hors de notre contrôle. Alors, ça montre vraiment que tout ce qui est les soucis, c'est presque, ça devient une anxiété et c'est une imagination qui est utilisée, qui est mal utilisée, effectivement. Le deuxième conseil dans tout ce qui est le moment critique, c'est de visualiser le succès et on fait ça en utilisant un langage positif. Donc, je peux au lieu de je ne peux pas. Je fais au lieu de je ne fais pas. Donc, si on se visualise à notre meilleur plutôt qu'à notre pire, on se met dans un meilleur état pour le succès. De ralentir, de respirer, on en a déjà parlé un petit peu, c'est super important de commencer à faire attention à cela et vraiment comprendre qu'il y a un lien entre le corps et l'état mental. Quand on détend le corps en prenant le temps pour se détendre et pour bien respirer, on fait des bonnes choses pour la tête aussi. Et ça commence avec cette observation, avec le dialogue interne. Et ça prend du temps de faire ça. Il faut vraiment l'exercer, il faut faire attention, il faut commencer à s'attraper quand on utilise un langage plutôt négatif, quand on commence à tomber à cause des pièges de pensée auxquels on a discuté un peu avant. Et puis le dernier partie du modèle, c'est la gestion des risques. Alors ici, ça représente notre capacité de prendre des décisions difficiles et de prendre l'option qui nous demande un risque pour maximiser notre performance plutôt que de continuer à jouer en sécurité, mais
à la risque de rater des opportunités. Alors, pour améliorer nos performances, pour vraiment avancer, pour apprendre, pour se développer, il faut sortir du zone de confort. Si on se pousse hors de notre zone de confort, encore une fois, notre corps, il réagit, il cherche un nouveau niveau d'homéostasie, si vous voulez, et on s'adapte et on s'améliore. Donc, pour faire ça, il faut trouver un défi, il faut se tester. Et ça, c'est le premier conseil. Quand on essaye de trouver un nouveau challenge, il faut se concentrer sur qu'est-ce qui va bien se passer, si on a le succès, plutôt que si ça va mal, si j'ai un échec. Et être motivé par le challenge ou le défi lui-même, même s'il y a des circonstances difficiles. L'état d'esprit de débutant. C'est cette idée de voir le monde comme nouveau. Souvent, notre familiarité avec un sujet peut obscurcir notre capacité de voir les simples réponses qui sont peut-être juste devant nos yeux. Et l'esprit débutant, c'est un concept qui vient du bouddhisme, mais c'est vraiment de voir constamment le monde à nouveau, comme si on ne savait rien. Et ça peut nous aider avec un nouveau défi aussi. Être ouvert au feedback et prendre le temps de le rechercher pour apprendre des nouvelles choses de ce que les autres pensent de nous, de nos performances, par exemple. Le deuxième conseil, c'est de prendre une vue alternative. Alors, un peu comme prenant l'état d'esprit du débutant, mais ici, c'est vraiment changer le perspective qu'on a sur un problème, sur une situation, sur un défi. Donc, c'est cette idée de recadrage. Ça peut aussi nous aider à améliorer notre confiance en nous. Et comme on a déjà dit, ça c'est aussi extrêmement important. Alors pour donner un exemple, pour recadrer, on peut se demander des questions. Donc si on veut diminuer la perception du défi qu'on a, est-ce que le problème est vraiment si difficile à le résoudre? Si je passe en revue exactement ce qu'on m'a demandé de faire, pourquoi est-ce que je pense que c'est tellement difficile? Si on veut augmenter la perception qu'on a de soi-même à sa capacité d'y faire face, comment est-ce que j'ai réussi à gérer des situations similaires précédemment? Et ici, ça, vous voyez ici ce type de questions. Si on a fait l'exercice avec les sommets de confiance, on a déjà c'est dans le compte, on sait qu'on a déjà fait des choses similaires qui nous ont aidés. Ou si on n'a pas fait quelque chose de similaire, qu'est-ce que je peux tirer de quelqu'un d'autre qui a réussi à cela? Pour créer une perspective équilibrée, on considère les conséquences. Donc, quel est le pire qui peut arriver? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes dans ma vie à ce moment? Donc, le recadrage, c'est vraiment commencer à se demander des questions par rapport aux défis, par rapport à notre capacité à y faire face et de vraiment considérer les conséquences. Un deuxième exemple de comment on peut faire, c'est dans une matrice de recadrage. C'est en utilisant ce type de matrice, on se demande des questions par rapport à comment les autres voient le problème, le planning, le contexte, le temps qu'il y a disponible. Et si on peut écrire 3 perspectives, par exemple, dans chacun de ces cases, notre approche et nos pensées par rapport au problème vont typiquement changer. Donc, le matrice de recadrage, ça peut vraiment aider si on doit regarder un problème d'une manière plus rationnelle et logique, plutôt que d'une manière émotionnelle. Alors, dans ce qui est les conseils, juste comme petit résumé, on a discuté l'importance de gérer son niveau d'énergie plutôt que le temps qu'on a disponible, adopter cet état d'esprit d'athlète en utilisant le modèle de préparer, effectuer, passer en revue, se rappeler des succès précédents, apprendre des échecs, mais puis passer à autre chose,
seulement contrôler ce qui est contrôlable, de visualiser le succès et de se donner des nouveaux défis, donc sortir de son zone de confort en se testant et utiliser un système de recadrage pour considérer les perspectives des autres. Alors pour terminer, j'ai mis 2 exemples de ténacité mentale, un qui est de Viktor E. Frankl et l'autre de Nelson Mandela. Tout peut être pris à un homme sauf une chose, la dernière de ses libertés humaines, choisir son attitude dans un ensemble de circonstances données, choisir sa propre voie. Et j'ai découvert qu'après avoir gravi une grande colline, on découvre qu'il y a beaucoup plus de collines à gravir. Alors on va finir là avec, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées pendant la discussion. Mais Pour l'instant, Marie. Pas pour le moment? Ok. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez même des suggestions par rapport à ce qu'on a discuté qui peut aider, qui n'a pas été mentionné, je vous invite à les demander maintenant. Je vais enlever le muet. Ok, mais ce webinaire, il a été enregistré, donc il va être disponible sur le site Aware si vous voulez y revenir. Si vous voulez les diapos, il y a Juliana qui va distribuer ça à ceux qui ont participé au webinaire. Bien sûr, c'est ça, oui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un très beau week-end.